Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Salut Mario, comment vas-tu mon cher? Je vais bien. L'hiver... L'hiver est dur. C'est ça que tu me disais, hein? L'hiver est dur cette année. Notre invité, ça fait 4 ans maintenant qu'il est arrivé en... Notre invité est Éric Mignot. Salut Eric. Salut. Ça va bien, Éric? Ouais, ça va bien. C'est mon Toi, c'est ta quatrième année au Canada. Quatrième hiver. Puis, à date... Moi, je trouve ça très dépaysant l'hiver par rapport à la France, évidemment. Donc, moi, j'aime mieux l'hiver que l'été. C'est plus intéressant pour moi. Et puis, j'ai commencé cette année à jouer au hockey. Ah! Mais bon, attention... Tu vas être un vrai citoyen canadien! Ouais, j'y vais doucement. Je sais même pas encore si le bâton, je prends main gauche ou main droite. Ouais. C'est un détail, ça. un petit détail. Mais sais-tu quoi? Moi, je me suis posé la question assez longtemps. Est-ce que j'aime mieux l'été? Est-ce que j'aime mieux l'hiver? En réalité, je me suis rendu compte que ce que j'appréciais, c'est le fait qu'on était toujours en perpétuel changement. Ça dure quoi? Un mois et demi et on change parce que c'est toujours une mutation. L'hiver dure 1 mois et demi? Non, sérieusement, même en hiver. Là, on est dans la période froide, mais déjà là, quand on va arriver à fin mars, ça va être le printemps. En tout cas, tu sais, t'as la fin d'hiver, du printemps, où tu vas skier, puis il peut faire que des fois quasiment 10 degrés, puis dans la neige. En tout cas, c'est le changement, je pense, qui plaît aux Québécois. C'est pour ça qu'on reste ici. Oui, parce que c'est vrai que j'en entends beaucoup qui se plaignent des hivers, mais finalement qui sont encore là après 30 ans, 40 ans. Ah oui. Bon, non, écoute, il faut se plaindre de quelque chose. À part de nos gouvernements, il faut se plaindre d'autres choses. C'est ça qui se passe au Québec. Les gens se plaignent de la température. Écoute, aujourd'hui, Guy, on fait une émission, je sais pas si on peut dire hors de l'ordinaire. Oh oui. Mais inhabituelle. Éric, je pense que tu étais en contact avec Guy il y a quelques semaines, puis tu parlais de quelque chose que tu vas nous présenter aujourd'hui. Un projet? Oui. Et Guy m'a relancé en disant hey, ça ferait une bonne émission et moi je trouvais que aussi. Donc on t'a invité, on disait hey, viens nous parler de Yosé the Game. Ouais, c'est ça, c'est un jeu. C'est un jeu que j'ai commencé à construire. En fait, on a commencé à construire ça plusieurs. Parce que je travaille là-dessus avec mon épouse et de temps en temps les enfants qui donnent leur avis. Mais là, c'est un jeu. Est-ce qu'on parle d'un jeu qui demande des compétences en programmation? Exact, c'est un jeu pour développeurs. OK, donc c'est pas un jeu genre Monopoly ou un jeu de société classique. C'est pas les Angry Birds. Non, pas du tout. C'est un jeu qui te présente des défis de programmation. Mais avant tout? La bio? Oui. Bien sûr. On a dit dans l'introduction, justement, quand je te demandais, ça fait 4 ans que tu es arrivé au Québec. Écoute, bon, ça doit faire quoi? Plus que toi, ça fait plus que 10 ans que tu fais de l'informatique, peut-être même... Ouais, malheureusement, Pas malheureusement. Ouais, moi, ça fait une quinzaine d'années. J'ai commencé à travailler. En fait, j'ai commencé à gagner ma vie en faisant de l'informatique, ça devait être en 97. Mais je fais partie des geeks qui ont commencé dans leur cave à 12 ans, là, à coder sur des vieux trucs. Puis, pour faire... on pourrait parler longtemps mais en France, un élément majeur, c'est ta rencontre avec François Beauregard, qui est le fondateur de Pixis. C'est ta décision de joindre Pixis France à l'époque. Exact. J'avais rencontré François lors d'une formation Scrum à Paris. Et puis à un moment, il y a eu... Parce que tu étais basé sur Paris. Oui, en fait, en région parisienne, en banlieue sud. Et puis, il y a eu l'occasion, à un moment, de créer une antenne Pixis à Paris. Et puis, j'ai démarré ça avec Laurent Cobos. On a démarré, Laurent et moi, tous les deux, Pixis. On est en quelle année? Alors ça devait être en 2007, à l'octobre 2007.
Donc ça commence déjà à faire. Hein. Il y a une époque. Ouais, ça commence à faire. Là, en 2009, tu décides de faire le saut et de t'en venir au Québec, toujours avec Pixis. Exact. C'est vrai que ça a simplifié pour moi beaucoup le déménagement parce Puis que... c'est toute la famille, là. Ouais, là, c'est ça. On est arrivé avec toute la famille plus le chat. Et puis on est arrivé ici en juillet 2010. Donc c'est ce que tout le monde qui fait ça rencontre. Hein. Il y a inscription à l'école. Ça, vous êtes acclimaté parce que là, après 4 ans, si vous aviez à retourner, ça serait déjà fait. Oui, je pense. Surtout que, ouais, non, ça, moi, ça. Parce qu'il y a quand même des gens qui viennent, font 1 an, 2 ans, et à un moment donné, disent non, on retourne. Puis il y a des gens comme toi, ta famille, qui disent non, on n'est pas si pire. Ben, je me sens encore, il y a encore des choses que je regarde avec les yeux du nouveau, quoi. Je me dis, c'est vrai que ça, c'est bien ici, il y a ça. C'est assez. On est retourné en France pour les fêtes de Noël, là. Ouais. Et c'est vrai que ça me frappe comme tout est serré. Tout est tassé, tout est... Ouais. C'est vrai que même visuellement... Il y a plus de monde, moins, puis le terrain, en tout cas, moins de place, ouais. Le pays est plus petit. Et c'est vrai que maintenant, quand on revient au Canada, on a vraiment le sentiment qu'on rentre chez nous, quoi. On arrive ici, chez nous, à Laval. Et oui. Et puis, c'est là qu'on est. Puis à peu près quoi maintenant? 1 an, 1 an et demi, t'as fait le saut pour devenir travailleur autonome? Ouais, c'était en octobre. Il y a 1 an. Donc, quitter Pixis et là, tu fais du conseil. En fait, je dirais que c'est tout récent, donc on ne peut pas vraiment faire de statistiques, mais j'avais fait un premier mandat de coach TDD chez Mediaclip, et puis qui a duré jusqu'au printemps l'année dernière. Et puis maintenant, je travaille chez Fondation comme développeur dans l'équipe avec Carl Letourneau puis François Perron, qui sont mes 2 compères. On essaye de travailler. On va essayer. On a l'intention d'essayer de continuer à travailler ensemble et d'aller tous les 3 comme ça en mandat de dev. Mais on se concentre sur le développement. Alors, je mets encore de temps en temps dans mon calendrier quelques formations. Les formations Scrum qui continuent de temps en temps. Mais c'est vrai que je ne fais pas trop de démarchage. Je rentre parce qu'il y a des clients privés qui m'appellent, mais je ne cherche pas spécialement pour l'instant. Parce que le cœur de ton métier, ça reste des pratiques d'ingénierie dans un cadre agile. Exact. On s'entend. Exact. En ce moment, j'ai le plaisir de entre guillemets, en profiter moi-même, c'est-à-dire les mettre en application pour livrer du logiciel et coacher personne. Puis ça repose un peu. Passer de la théorie à la pratique. Ouais, c'est ça. Comme on disait en préparant un petit tout à l'heure avant l'émission, ça ground un peu. Ouais, en fait, c'en est où livrons un vrai truc là. et là, c'est donc Use a Game. Alors, c'est quoi la genèse de ça? Alors la genèse, c'est l'idée. Alors, il y a plusieurs tracks mentales, on va dire, qui sont un peu rejoints. Il y avait cette idée il y a quelques années déjà que je me demandais qu'est-ce que pourrait devenir le développement logiciel dans disons très longtemps. Ok. Mais genre 1000 ans. C'est quoi le développement logiciel dans 1000 ans? Et puis je sais. Va-t-il y avoir encore du logiciel? Alors je sais plus exactement quel était le chemin dans ma tête là, parce que même moi des fois je m'y perds. Mais et si ça devenait un sport? Et si ça devenait un sport, comme le sport automobile, on connaît aujourd'hui, donc des compétitions de développement logiciel qui seraient télévisées, donc il y a cette première track de dire, est-ce que ce sport... Ça devenait un sport. Eh oui. Des participations aux Olympiques. Oui, par exemple. Et donc si on fait l'analogie, et puis les analogies, on sait que ça a des limites, mais par exemple avec le sport automobile, on sait que tout le monde conduit une voiture. C'est pas une compétence exceptionnelle. Tout le monde le fait. Mais il y a quand même la course automobile. La F1, là. Tout le monde ne fait pas ça. Là, c'est une grande compétence. Là, c'est différent. Mais on sent aussi peut-être... Bon, peut-être c'est que les hommes. Hein. mais c'est une voiture, ça reste des choses qu'on peut comprendre. Et je me dis, si le développement logiciel devenait un sport comme ça, ça voudrait dire quoi? Ça pourrait vouloir dire que dans la vie de tous les jours, écrire du code, c'est naturel. On le fait naturellement pour, je sais pas moi, te dire, tiens, le mur là, refactor du mur, hop, je recode ma maison. Et puis il y a aussi des compétitions à part
qui sont les compétitions de développement logiciel. Mais Eric, la réalité, là, c'est que il y a 9 personnes sur 10 minimum dans notre société qui codent pas du tout, là. Je te parle dans 1000 ans, hein. On parle de 1000 ans. OK. Non, mais puis on rêve. Donc il y a cette première idée de dire comment est-ce qu'on peut faire un sport. Et puis c'est assez rapide dans ma tête, moi, d'associer le sport au jeu. Mm-hmm. Donc une première marche pour participer à ça, ce serait de se dire, tiens, c'est quoi les jeux qui sont des jeux de code ? Alors, vous savez qu'il y a plusieurs sites qui existent, qui proposent des défis de programmation. Hein, c'est pas mal dans l'air du temps. Donc, il y a par exemple Coding Game, Code School, il y a pas mal de je me choses souviens comme ça. de t'avoir assisté à une présentation que tu avais fait à la communauté montréalaise de Microsoft il y a peut-être 3 ans sur les katas. Oui, alors effectivement, on peut voir tout à fait les coding katas comme des jeux. C'est des jeux, et puis il y a aussi des niveaux. Il y a effectivement des katas qui sont plus ou moins difficiles. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai commencé à coder ce jeu, Yosei the Game, l'idée c'était d'avoir des défis, et puis d'utiliser les katas comme matière première, les katas classiques, qu'on peut par ailleurs pratiquer dans son coin, mais qu'il y ait on pouvait imaginer, la première idée que j'ai eue, c'était de se dire, je vais avoir un jeu qui va aller interroger un serveur qui est mis en ligne par un joueur pour lui poser une question, puis tout simplement, le serveur envoie une réponse et le jeu va comparer cette réponse à une réponse attendue. C'est le principe du jeu de base. Mais qui aurait programmé le serveur a été programmé par un autre joueur? Le joueur, lui, jouer pour un joueur, ça consiste à déployer du code quelque part et à répondre aux défis que lui lance le jeu. Okay. Ah, ok, je comprends. Okay. Donc, l'idée après, à partir de cette idée simple, l'idée c'est d'essayer de construire des défis qui soient rigolos, intéressants, qui titillent un peu l'imagination. Et puis en même temps d'essayer d'injecter dans le jeu quelques principes agiles. Mais là, si on prend un cas concret, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, qu'un défi, ça pourrait être programmer un logiciel qui compte les 100 premiers chiffres de 0 à 100, par exemple. Le fameux algorithme là, de Pascal qui, lui, a trouvé un raccourci, mais qu'on pourrait le programmer. Additionner 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc, mettons cette programmation-là. Donc, si quelqu'un, il faut qu'il fasse ce code-là, il le déploie sur un serveur, c'est ça le défi? Alors, ce que j'aime bien, moi, dans ce jeu, c'est que on a travaillé à construire ce qu'on appelle des mondes dans le jeu. Donc, des mondes qui sont des thèmes. Par exemple, il y a un des mondes, ça consiste à construire un jeu de démineurs. Ok ? Mais alors, le monde, ce qu'il te propose, c'est un découpage incrémental de la construction de ce jeu. Et c'est un peu le principe dans tous les mondes. C'est-à-dire, on prend un sujet, n'importe lequel, et puis l'idée, c'est que le jeu te propose une démarche incrémentale pour arriver à construire l'ensemble. Donc, si tu prends... Par exemple, le démineur, l'idée, ça a été de se dire, à la fin, je voudrais que le jeu vérifie que le joueur a correctement codé un jeu de démineur. C'est-à-dire qu'à la fin, le joueur, lui, son expérience à lui, c'est certes, il joue un jeu, mais à la fin, il a quelque chose qui fonctionne. Il a construit un jeu, il a construit une application, il a construit n'importe quoi, qui est décorrélé complètement du jeu, qui pourrait montrer à des amis, sa famille... mais pourquoi pas un recruteur aussi? Pourquoi pas? Ce que le jeu lui a demandé de construire. Mais la vérification par le jeu que ce qui a été construit correspondait bien, en tout cas était conforme à ce qui était demandé, ça c'est fourni par Yosei the Game ou ça fait partie d'une des dimensions du jeu de faire son propre, un peu comme son propre compilateur ou son propre... vérificateur? Alors, je dirais les deux. Dans un premier temps, ça va te plaire parce que ça ressemble beaucoup à des spécifications exécutables. Lorsque ton expérience, c'est ça, c'est tu arrives sur un niveau et le jeu te dit, quand tu vas appuyer sur ce bouton-là, moi, je vais appeler telle adresse avec tel type de paramètres. Puis, je m'attends à une réponse qui ressemble à ça. Quand tu appuies vraiment sur le bouton try, vas-y, go, tu as vraiment ce que je t'ai envoyé, c'est ces paramètres-là. Ce que j'attendais, c'est ça, mais j'ai reçu ça. Alors, il y a certains niveaux où on envoie des choses aléatoires. Donc, on sait qu'au moment où on fait l'essai, quelle a été la donnée envoyée. Mais l'expérience de jeu, c'est celle-là. Donc, le jeu, dans un premier temps,
a des spécifications exécutables qu'il va exécuter en appelant le serveur du joueur. Donc ça, c'est la première partie de la réponse, c'est oui, le jeu a les specs à l'avance. Puis la deuxième partie, c'est que évidemment, comme tout ça est open source, rien ne t'empêche, toi, d'aller forquer le code, de rajouter des mondes, parce que ça t'amuse de rajouter des mondes. Tu as imaginé un monde, je sais pas moi, tu imagines une application, n'importe laquelle, tu la découpes de façon incrémentale, tu fabriques différents niveaux, et puis tu fais un pull request, et puis si tout se passe bien, ton monde se retrouve dans le jeu pour tout le monde. Mais là, un des plaisirs aussi dans les jeux, c'est de tricher. Bien sûr. Mais une façon assez simple de tricher, par exemple, avec une approche où est-ce que tu fais un vérificateur. Ça, c'est que tu sais, finalement, ce qu'on code en arrière est banal. C'est-à-dire, on fait juste la première couche, on retourne la réponse, mais d'où l'intérêt pour celui qui crée la spécification, de dire, faut rendre ça un peu plus ardu, sinon... Alors, oui, un exemple de ça, typiquement, c'est qu'il y a un démon, j'ai commencé de façon simple, vous connaissez le kata des facteurs premiers, des compositions en facteurs premiers, tu envoies un nombre, ça te renvoie à la décomposition en facteurs premiers. Alors là, on a joué, quand je dis on, c'est toujours un peu familialement, là, dans le salon, on s'est dit, bon, ça va être quoi ? Non seulement on veut avoir un code qui décompose un nombre, mais on veut aussi une page web qui permet de rentrer un nombre, d'appuyer sur je voudrais la décomposition, qui affiche le résultat. Et puis le jeu fait toutes ces vérifications-là. C'est en fait, j'utilise Zombie, là. Je sais pas pour ceux qui connaissent. Zombie, c'est un outil qui permet de faire des tests navigateurs en JavaScript. Okay. Donc, tout simplement, on fait ces vérifications-là. Et évidemment, comme il y en a qui essayent de tricher, parce que des fois, il y en a qui essayent, c'est rigolo, une façon de faire ça, c'est qu'évidemment, les chiffres qu'on envoie, on les tire au hasard. On les tire au hasard, donc ça nous rend confiant que derrière, il y a un vrai algo. Parce que le chiffre, on ne le connaît pas à l'avance, le nombre qu'on va envoyer. Donc on fait, c'est comme ça qu'on essaye entre guillemets de parer la triche. Mais j'avoue qu'on ne met pas trop d'énergie à essayer de parer la triche. Après tout, s'il y en a que ça amuse de tricher, pourquoi pas ? Ça doit rester un jeu. Donc moi je mets plutôt l'accent sur le côté l'expérience de jeu pour ceux qui ont envie vraiment de jouer. Quel découpage incrémental proposer par exemple pour tel ou tel problème ? Est-ce qu'on pourrait... Pour l'instant, je n'ai fait que construire des mondes dans lesquels le découpage incrémental est imposé par le jeu. Mais j'avoue que ça m'a donné mal à la tête. Parce que on sait bien que selon les cerveaux, le découpage incrémental pertinent, entre guillemets, pour arriver à un certain logiciel, va dépendre des cerveaux. Tous les trois, là, on va avoir sans doute des idées différentes. D'analyser différentes. Mais c'est pas forcément un problème de capacité, c'est peut-être juste ce qu'on préfère, ouais. C'est quoi qui est naturel pour vous, pour construire un démineur, par exemple, qui est un des défis. Ça va être quoi, les étapes ? Donc là, le jeu, il propose des étapes, en fait. Et donc, pour l'instant, le jeu ne fait que proposer des étapes et on n'a pas trop le choix. Si on veut jouer, c'est par là qu'on doit passer. Mais là, tu aimerais le bonifier pour que les joueurs peuvent eux-mêmes définir leurs propres étapes? Alors ça reviendrait... Alors, non, il y a d'autres... J'ai d'autres pistes en tête, parce que définir leurs propres étapes, finalement, ça, c'est déjà possible, parce qu'ils pourraient tout à fait créer un autre monde, qu'ils appelleraient autrement. Ce serait quand même un démineur, mais avec d'autres niveaux, avec un autre incrémental. Parce que moi, ce qui me vient de suite en tête, c'est si tu jumelles le pouvoir des réseaux sociaux avec le fait que tu n'as pas juste un ou deux joueurs, mais imaginons que tu as des centaines, des milliers de joueurs, dont là-dedans des gens plutôt compétents. C'est probable. Et qui soumettent chacun leur réponse ou leur défi. Et que les gens regardent et votent en disant « ça, c'est une bonne résolution d'un défi ». Ben là, tu peux sortir, tu peux ressortir des compositions intéressantes à regarder. Et pourquoi je te dis ça, c'est que une des choses, moi, qui me fascine de plus en plus, c'est les types de formations où on est capable quasiment d'écouter quelqu'un et qui va verbaliser son processus intellectuel, par exemple, pour faire un design, faire une conception. C'est ça qui est difficile, c'est comprendre comment, dans la tête de ceux qui ont compris comment faire ça, comment eux le font. Puis c'est d'être capable de les voir dans l'action pour, après ça, se servir de ce qu'on apprend.
Donc là, est-ce qu'on pourrait comme un peu être capable de comprendre leur processus intellectuel à travers leur réponse au jeu? Alors, en fait, alors ça, j'aimerais bien que ça arrive. Évidemment, pour l'instant... Parce que ça deviendrait un outil d'apprentissage fabuleux. Alors ça pourrait être une voie à explorer, oui, parce que pour l'instant, évidemment, il y a personne encore qui a proposé de monde et de découpage de stratégie incrémentale, mais j'espère que ça va arriver. D'ailleurs, vous êtes tous invités. Il suffit de jouer et puis de comprendre un peu comment ça se passe. Puis j'imagine que très vite, les gens vont avoir envie de construire, parce que souvent, quand les gens jouent à des jeux, ils ont envie de modifier le jeu lui-même. Donc aujourd'hui, comment ça se fait? C'est tout simple. Il y a le code qui est ouvert. Donc ça devient une contribution à un projet open source finalement. En fait, on a une boîte de briques Lego. C'est ça. On peut suivre un pattern. Ouais. Comme il y a certaines boîtes Lego qui nous offrent de bâtir quelque chose, ou on peut bâtir notre propre monde, comme t'expliquais. Oui. Ou tout simplement jouer. Alors, comment on joue, là? Alors, comment on joue, c'est ça, par exemple. L'exemple du démineur, là, tout à l'heure. L'exemple du démineur. Première étape. Alors, première étape, en fait, évidemment, le démineur, c'est pas un monde, c'est pas le premier défi qu'on te propose. D'accord. Quand tu commences dans ce jeu, en fait, t'as 2 défis qui sont ouverts à toi dès que ça démarre. Mm-hmm. Alors, tu crées un login, tout va bien. Et puis, t'as une première voie qui est la voie, le Hello World, à la mode Yossé. Donc, Hello Yossé. Tout simplement, le défi, c'est de mettre en ligne quelque part une page HTML dans laquelle il y a marqué Hello Yossé. Et c'est tout. Donc, au niveau expérience, le joueur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arriver sur ce défi, il va mettre l'URL de son serveur, il va faire essaye, puis le Yossé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accéder à ce serveur, puis voir si la page contient bien Hello Yossé. Si c'est bon, tu as accès à tout plein d'autres choses qui s'ouvrent. Aha. Le deuxième premier niveau, entre guillemets, c'est de faire à peu près la même chose, mais avec une réponse JSON. Donc, tu as le choix. Tu as envie de jouer en JSON, tu as envie de jouer en HTML. Et évidemment, le jeu, il est agnostique au niveau technologie de l'autre côté. Ah ouais. Alors, on a des joueurs qui jouent en C#, on a des joueurs qui jouent en Java, en Node, en PHP, ça joue un peu tout là-dedans. Ah, c'est intéressant parce que toi, tu vas aller finalement interroger ce que le développeur va avoir créé, qui est une page web, puis ou du JSON, puis tu vas comparer finalement avec la réponse attendue. Exact. Et cette logique-là, elle veut laisser toute la liberté au joueur de choisir la technologie, le langage qu'il veut. C'est bien parce que le joueur n'est pas pris dans un cadre précis. Exact. Par exemple, dans le cas du démineur, c'est un peu particulier parce que ça va demander quand même pas mal de JavaScript dans les défis actuels. Là, vont demander du JavaScript. Souvent, les joueurs font ça en JavaScript. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir à chaque clic un appel serveur qui va rafraîchir. Pourquoi pas, hein? Ça pourrait, mais j'ai vu personne jouer comme ça encore. Ouais. Ça pourrait, hein, mais tout le monde joue en front-end JavaScript. Mais sinon, effectivement, c'est ça l'ambition, c'est de se dire finalement, si je me mets, alors ça c'est une autre partie qui est peut-être pas tout à fait du jeu, mais qu'on a quand même en tête, c'est de se dire si je suis un client, si je suis un PO, si je suis un product owner, globalement, c'est quand même la valeur observable de l'extérieur qui m'intéresse, n'est-ce pas? Sachant que l'extérieur, on pourrait discuter ce que ça veut dire, mais la valeur observable. Donc le jeu, il prend cette posture finalement, à se dire, moi, je voudrais regarder de l'extérieur. Donc qu'est-ce que tu me livres comme valeur? Et peut-être que pour un PO, si on se met d'accord là, juste entre nous, que c'est ça qui l'intéresse et rien d'autre, c'est peut-être aussi ce qui va intéresser les recruteurs finalement. Imaginons que ce soit un jeu pour développeurs, qui permettent en fait aux développeurs de montrer ce qu'ils savent faire. Qui pourrait être intéressé à regarder ce que les développeurs savent faire? Par exemple, les recruteurs. Ouais. Puis raison de plus, je crois, pour que tu mettes en place une espèce de façon de pouvoir voter, un peu comme on a sur les sites comme Stack Overflow. Exact. Parce que les recruteurs, souvent, ne sont pas en mesure de même évaluer si la personne, le code qu'elle fait, il est compétent, même qu'en se plaçant du point de vue de l'externe. Exact. Tandis que les autres, la communauté pourrait dire, lui, il est bon.
Je mets même des moins parce que Exact. il fait des choses qui sont des anti-patterns, par exemple. Je m'attends aussi à ce qu'il faille laisser la possibilité aux joueurs de juger la difficulté relative des différents niveaux. Parce que ce qui peut être pour moi un niveau difficile peut être très facile pour toi. Donc on pourrait avoir une espèce de répartition de vote de la difficulté relative des niveaux qui donnerait aussi une idée à toutes les gens qui regardent les gens jouer. On va dire, lui, il a réussi les niveaux que la communauté trouve difficiles ou pas. Donc il y a toutes ces fonctionnalités-là qui sont encore dans le backlog. Mais absolument, pour qu'une communauté soit vivante, il faut que les gens y trouvent quelque chose. Donc, le plaisir, c'est souvent une des premières sources. Pour les gens. C'est de compléter le défi. Le premier plaisir que je vois, c'est ça. Puis le deuxième plaisir, ça serait peut-être d'apprendre aussi des autres. Et il y en a certains joueurs qui m'ont... parce que les joueurs nous partagent aussi ce qui... alors, on découvre un peu ce qu'ils aiment. Et il y en a aussi qui m'ont partagé que ils ont appris des choses. Parce que, comme le jeu te laisse libre de la techno, il y en a certains qui se sont dit c'est une bonne occasion pour moi d'essayer cette techno que je voulais essayer depuis longtemps, mais que je repoussais pour pas de tas de raisons. Ça prend tout le temps une espèce de projet moyennement concret là, pour nous forcer à apprendre quelque chose. C'est ça. Donc quel bel exemple. Certains joueurs qui m'ont dit ça, qui m'ont dit merci, ça faisait longtemps que je voulais essayer par exemple Node. Ouais. Et je m'y suis mis, j'ai appris des tas de trucs sur Node. Parce que c'est vrai que si on veut jouer avec Node, tout de suite ça veut dire déployer un serveur, ça veut dire répondre du JSON souvent, ça veut dire faire un tas de choses comme ça. Mais quel bel outil d'apprentissage aussi! Tout à fait. Mais je vois plein de choses parce que moi je focus sur le cloud, sur Azure. Donc tout est. Il y a quelqu'un qui joue sur Azure d'ailleurs, il déploie sur Azure. Mais ça serait tellement un jeu où je fabule un peu là, comme un petit peu tu fabulais tout à l'heure, là, mais un espèce de jeu où par étape là tu dois bâtir quelque chose puis tu dois mettre en place des technologies comme je disais, websites ou Node sur Azure ou ci ou ça. Là. Puis étape par étape, là, tu bâtis ton jeu puis t'apprends à utiliser toutes ces technologies-là. Merveilleux. Mais là, outre un URL, une page de départ, qu'est-ce que ta plateforme offre comme infrastructure ou en tout cas comme service aux joueurs? Est-ce que c'est juste comme les conventions que vous offrez en disant, après ça, suivez les conventions ou il y a même plus de mécaniques que je peux entrevoir? Alors, il y en a le moins possible. C'est-à-dire que, pour l'instant, il y a une autre traque mentale qu'on a suivie, mais dont je ne vous ai pas parlé. Une autre traque mentale, c'est que je suis pas mal fasciné par les gens qui jouent beaucoup à des jeux vidéo. Par exemple, mon épouse joue énormément à des jeux. Elle joue beaucoup à tout ce qu'on appelle les casual games, là, ce que j'appelle les clicodromes, là où tu passes des heures à ça. Et puis il y a des gens qui jouent aussi à un jeu qui s'appelle World of Warcraft, vous savez, là, puis des heures. Ah, ouais. Et puis j'ai vu des gens passer des heures à apprendre une compétence de dompter un dragon, ou conduire un dragon. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est que ça prend beaucoup d'énergie. Quand tu éteins le jeu, il reste plus rien. Conduire un dragon dans la vraie vie, là, ça sert pas beaucoup. Et pourtant, ces gens-là, ils passent beaucoup. Alors il y a quelque chose d'addictif. Ludique. Et je me suis dit, donc une des traques mentales, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour essayer d'avoir un jeu qui soit addictif, qui soit plaisant, mais en même temps, quand on l'éteint, les compétences acquises dans le jeu sont utiles dans la vie réelle. Alors ça a été aussi une autre traque. Donc je me dis finalement, si le jeu IOC, là, on l'éteint, le joueur, il reste avec quoi? Donc ce que je voudrais, c'est qu'il reste avec tout ce qu'il a pu acquérir. Donc autrement dit, dans le jeu, il n'y a rien. Aucun stockage, rien. Lui, le joueur, à la fin, ou quand il éteint le jeu, ce qu'il a, c'est un serveur, ou plusieurs serveurs, pourquoi pas, avec, comme un book, qui montre tout ce qu'il sait faire. Même éventuellement, si on a des mondes qui sont des applications, ça peut être des choses utiles pour lui. Ou des jeux, qui peut montrer... par exemple, moi, mes enfants, la première chose qu'ils ont fait avec mon démineur, c'est qu'ils ont joué avec. Quand moi, j'ai joué moi en tant que joueur. Et ils m'ont dit « Ah, c'est moche !» Parce que le jeu, lui, il regarde pas si c'est moche. Hein. Il regarde juste si ça marche. Ah ouais. Donc, cette idée, c'est de se dire, le joueur, si on éteint le jeu, il a
toujours des choses à montrer, il a appris des choses et ça lui appartient et il l'a mis où il veut, il l'a mis en ligne et le jeu n'est pas impliqué là-dedans. Donc, pour revenir à ta question de qu'est-ce que le jeu offre, je pense qu'il offre cette liberté. Il offre cette liberté et puis cet accès, c'est ta propriété, elle est, en tant que joueur, elle est complète. Il n'y a rien dans le jeu. Donc, on n'est pas dans l'approche Facebook qui veut avoir tout chez lui et même pas utiliser les standards du web autant que possible. Non, c'est vrai, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, on essaye. Il y a d'autres choses aussi qu'on essaye de faire en place. Une autre traque mentale qu'on essaye. Je raccroche là, c'est de se dire. Moi, par exemple, je suis un grand fan, comme vous savez, de tout ce qui est TDD, intégration continue. Bon, mais après tout, on pourrait inventer beaucoup mieux. Alors, je suis sans doute pas la bonne personne pour inventer la suite, parce que moi, je suis très biaisé. Puis je suis vieux, tout ça. Bon, ça va être compliqué pour plein de raisons neuronales. Là. Et puis j'aime beaucoup ça. Moi, quand je joue, j'utilise le TDD. Quand je fais le jeu, fabrique le jeu, ben aussi également, je fais ça en TDD. J'ai pas de meilleure idée jusqu'à présent pour livrer du logiciel de qualité. Bon, ceci étant dit, il pourrait y avoir une meilleure idée. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, il faudrait que dans le jeu, tu ailles inspecter le code des joueurs pour le noter, pour que tu dises « Ah, lui, il fait pas de TDD, lui, il a pas tel design pattern, lui, il a tel smell de code. » Et je dis non. Non, je voudrais que ce jeu reste à observer la valeur externe. Mhm. Finalement, qui nous dit que ce sont les gens qui font du TDD qui vont être les meilleurs joueurs ? Peut-être pas. Comment est-ce qu'on peut concevoir des niveaux et un incrémental de niveaux assez variés, assez riches, assez difficiles pour que ceux qui ont des bonnes pratiques soient gagnants ? Oui, mais sans forcer quelle est la technique qu'ils utilisent. Si on a un monde qui est assez complexe, qui correspond par exemple à une application réaliste, on pourrait très bien retrouver dans le jeu les mêmes défis que dans la programmation classique, chez un vrai client. Alors c'est plutôt cette approche-là que je voudrais avoir, c'est laisser les gens utiliser les techniques qu'ils veulent, plutôt me creuser la cervelle pour essayer de construire des défis qui soient intéressants et qui peuvent aller pousser les compétences des gens, parce que ça devient difficile, et que s'ils ont laissé passer le refactoring au niveau 14 du monde 200, là, ça va devenir difficile. Mais après tout, c'est pas forcément les techniques que j'utilise moi qui sont les bonnes. Et j'espère bien d'ailleurs qu'ils vont en découvrir des qui sont bien meilleures que les miennes. Donc ce jeu, ça pourrait, mais là, parce qu'on peut être prétentieux un petit peu, ça pourrait être une occasion de ce que d'autres personnes découvrent d'autres techniques. Parce que c'est un jeu, donc on se lâche un petit peu, on n'est pas dans un contexte client qui nous empêche d'être créatifs. Parce que c'est un jeu, on laisse aller notre imagination et puis les gens jouent ensemble, pourquoi pas, et inventent des nouvelles techniques. Donc j'espère aussi que ce sera ce genre de laboratoire. Moi, pendant que tu parles, Eric, ce que ça me force à réfléchir, c'est, sais-tu quoi? Dans notre métier de tous les jours, on est un peu dans ce mode ludique-là, même si, on fabrique des systèmes pour des grosses organisations, pour des qui vont, finalement, au final, il faut que ça fonctionne et tout, mais l'action ou l'activité d'être informaticien, il y a un côté ludique, on imagine une solution, on la conçoit, on la fait en équipe, parce que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Mais ce que je trouve intéressant, c'est comme si la démarche que tu as prise en disant on va créer un jeu, mais c'est un peu comme l'inverse que beaucoup d'informaticiens ont fait, dire moi j'aime ce jeu-là, je vais en faire un métier. Mais je partage beaucoup cette idée que la vie en général est un jeu. Et que finalement, construire un logiciel, et puis gagner notre vie en construisant des logiciels, c'est comme un niveau que nous propose la vie. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable, tiens, Guy, d'aller dans cette compagnie et puis de les aider à faire ce logiciel ? De faire un démineur. Défi. Ouais. Et finalement, notre démarche d'informaticien, je crois, pour répondre à ce défi que nous propose la vie, c'est une démarche qui est très artistique. C'est-à-dire créatrice, et puis où on laisse rentrer l'imagination et où c'est difficile de prévoir à l'avance. Et finalement, où c'est pas forcément... où c'est les gens les plus créatifs qui peuvent avoir le plus de succès. Donc j'aime bien aussi cette idée de voir du jeu dans la vie, de voir un côté artistique dans nos activités, et puis que nos réponses à ces défis-là soient des œuvres d'art.
au sens, parfois, du côté éphémère de l'œuvre d'art, parce que qui a mis en ligne une application il y a 15 ans et puis qui sait qu'elle est toujours là? C'est rare, hein, c'est rare. Donc là, c'est aussi un autre effet de base du jeu, c'est-à-dire que à terme, certaines des solutions qui seraient construites, qui pourraient vivre à travers le jeu pendant des dizaines d'années, à la fin, peut-être les gens les reconnaîtraient comme des œuvres artistiques de valeur. Pourquoi où pas? Les gens disent, as-tu vu cette œuvre-là? As-tu vu? Parce que As-tu vu comment lui, en 2014, il a passé le niveau du démineur? Incroyable. Mais Il a codé un démineur en une ligne de JavaScript, mais c'est pas tant... Ben, il a une ligne peut-être, mais en réalité... mais très longue. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît que quelque chose est une œuvre d'art? Un des critères, c'est pas le seul sûrement, mais un des critères, c'est l'émotion que ça nous apporte. Oui. Donc, si Ouais, à c'est travers vrai. une construction que des gens feraient, mettons qu'ils sont même pas juste un, mais plusieurs, parce que ça prend encore plus créatif, puis ça crée une émotion auprès des autres gens, ça devient de l'art. Qu'est-ce qu'un film, finalement? C'est une construction où on raconte une histoire. L'histoire, souvent, c'est des choses que les êtres humains aiment bien, qu'on est comme préprogrammés pour aimer ça, se faire raconter des histoires. Donc, à travers le jeu, c'est peut-être ça, c'est raconter votre histoire en différentes étapes et que les gens qui vont passer à travers reconnaissent ça comme une expérience émotive. Souvent, quand tu es sur Stack Overflow, là, tu regardes un peu les réponses, là, puis tu dis, mon Dieu, c'est élégant. Là, tu regardes la question puis la réponse, puis Ceux qui ont beaucoup de j'aurais votes. jamais pensé à faire ça de cette façon-là. Puis on a un petit moment là. Ou des fois, la personne qui réussit en 5 lignes de vraiment cerner la réponse pour une question qui est quand même assez complexe. Puis Ouais. là, tu vois 150, 200, 300 personnes qui ont voté en disant oui, C'est la bonne. C'est la bonne, ouais. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a, pour qualifier quelque chose d'une œuvre d'art, moi, j'aime bien ajouter le côté inspirant, le caractère inspirant de l'œuvre. C'est-à-dire qui me pousse à essayer de l'imiter, qui me pousse à essayer au moins de me rapprocher des principes que j'ai l'impression de voir dans cette œuvre, dans d'autres cadres. Donc le côté inspirant est important pour moi là-dessus. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est pas juste l'émotion que ça t'apporte, c'est la motivation à essayer de reproduire quelque chose ce type d'émotion-là dans un autre contexte. Oui, voire pas seulement peut-être reproduire, mais en parler aussi. Donc une émotion inspirante qui me donne envie Mais de... Ça vient peut-être aussi... il y a une fameuse étude qui avait été faite sur... puis tu as sûrement lu à partir de ça, sur les fixed mindset versus les... c'est comment qu'ils les appellent? Les growth mindset, je pense. C'est-à-dire, tu sais, l'étude de Linda Rising référait beaucoup à ça quand elle faisait des présentations. Ben, grosso modo, c'est est-ce que tu penses que ta connaissance, ton intelligence est finie ou tu penses que ton intelligence, que ton cerveau, c'est quelque chose de malléable et que tu peux le faire évoluer, le faire grandir. Et donc, les gens qui pensent que leur intelligence est finie, qu'il y en a comme un certain poids, puis qu'eux autres, qui ont à la naissance, en ont eu un certain poids, puis s'ils sont malheureux, ils pensent qu'ils en ont presque pas, puis qu'ils sont idiots, puis qu'ils vont être idiots le restant de leur vie. C'est un peu malheureux, mais il y a des gens qui ont cette perception-là. Puis Ouais, c'est pas très inspirant comme vision pour moi, ça. ça te ressemble sûrement pas beaucoup, parce que c'est évident juste à t'entendre que t'es plus de l'autre côté, ou est-ce que toi, tu dis non, mon cerveau, je peux le malayer, je peux le faire croître, le faire grandir, et à ce moment-là, je suis prêt à essayer beaucoup d'expériences et à reproduire même ce qui m'émeut, ce qui me touche. Et espérons, oui. Espérons. Mais là, si je reviens à ton jeu, Ouais. est-ce que tu as parlé un peu de la jeunesse en disant « Ah, j'avais telle chose ». Mais, outre ces questionnements-là, est-ce qu'il y avait comme des exemples de jeux ou des choses concrètes qui t'ont inspiré aussi? Ou peut-être pas des jeux, mais comme... ça peut être y a-tu quelque chose ailleurs que juste tu nous as parlé de quatre questionnements ou quatre principes qui te motivaient, mais derrière ces principes-là, est-ce qu'il y avait des choses tangibles que tu peux dire, ah, si vous allez sur le site web, à tel endroit, il y a telle chose, ou... J'avoue que non, c'est vraiment ces grands principes-là qui m'ont guidé, et puis des choses aussi très concrètes. C'est que
des choses pas concrètes, mais des choses banales. Simple. Des choses simples, c'est-à-dire, on connaît le principe des coding kata, qui sont des exercices de programmation. Et puis, j'ai fait partie aussi de ceux qui essayent de vendre cette idée que dans les équipes, c'est pertinent de réserver du temps à ce type d'entraînement. Et je continue à croire ça. Néanmoins, ces exercices sont souvent des exercices très algorithmiques qui peuvent paraître un petit peu obscurs pour les non initiés. Alors, ça fait quelque temps que je me disais, ce serait pertinent d'avoir ce qu'on a appelé les kata 2.0, c'est-à-dire le même genre d'idée, mais regarde, on est en 2014, donc t'es gentil, tu mets ça dans une page web. Okay. Donc n'importe quel algo. Il y a des katas sur le calcul d'une feuille de bowling, d'un score, il y a le calcul des facteurs premiers, mais il y a les Harry Potter, il y a n'importe... Et donc se dire, comment est-ce qu'on ferait pour construire des défis, comment est-ce qu'on ferait pour s'entraîner à construire des applications et que ça devienne des katas. Le kata, un des principes, c'est d'essayer de fabriquer des automatismes en refabriquant plusieurs fois la même chose, avec l'ambition qu'on acquiert des réflexes qui soient utiles dans la vie réelle. Donc là, on était déjà dans une démarche où on joue, on s'entraîne, mais dans la vie réelle, on a acquis une compétence. J'ai cru et je continue à croire que c'est intéressant d'offrir non seulement les katas classiques qu'on trouve sur Internet, là, mais aussi ouvrir les esprits sur le côté. Faites des versions web de ça. Rendez ça plus visible pour que, au niveau marketing même de l'approche, ce soit plus facile à vendre, pour que vous gagniez en fait de l'autonomie à faire ces choses-là dans vos équipes, parce que les gens peuvent mieux comprendre ce que vous faites. Alors évidemment, pour rester dans l'esprit du kata, il faut qu'on soit capable de construire ces choses-là rapidement. Un kata, c'est pas quelque chose qui doit durer, c'est-à-dire réussir tout le kata, c'est pas quelque chose qui va faire 6-8 heures. Donc comment est-ce qu'on est capable d'apprendre très rapidement à fabriquer une application qui est juste un formulaire, qui demande un calcul, qui renvoie un résultat, qui affiche ce résultat dans une page, et que ça, ce soit un kata, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut reproduire assez rapidement pour être confiant que cette compétence-là, on l'a. Et non seulement on le construit, mais on le déploie. Parce que vous savez, comme moi, que c'est des choses que les équipes informatiques font rarement finalement déployer. Finalement, il y a la plupart des gens qui travaillent dans notre industrie, ils déploient très peu. Ah oui, effectivement. Ouais. Alors dans ce jeu-là, la première épreuve, c'est déployer. Il y en a beaucoup que ça surprend parce que ils arrivent et puis le premier défi, il faut un serveur en ligne quelque part qui répond Hello IOC, quoi. Donc on est tout de suite dès le départ à avoir besoin de déployer. Et donc on se re-entraîne à ça, c'est-à-dire j'ai envie de déployer, j'ai envie d'utiliser telle technologie, ok, mais je vais la déployer où cette technologie? Donc vous avez toujours évidemment la solution de facilité dans le jeu à faire tourner votre serveur localement, à ouvrir un port chez vous, puis le jeu il va appeler ça, puis quand vous allez éteindre, ça ne marchera plus, mais de toute façon vous aurez passé le niveau, donc bon. Lorsque vous viendrez jouer au niveau suivant, vous allez rallumer votre serveur et puis tout ira bien. Mais il y a cette idée d'essayer de reproduire cette ambiance-là, d'entraînement, à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on fait parce qu'on ne les fait pas souvent, donc on n'est pas très bon à le faire. Mais là, je vais faire un Guy Barrette de moi-même. Oui. Tu vas poser une question concrète. Oui, tout à fait. Donc, imaginons que là, j'écoute ça, je me dis, ouais, je suis prêt à donner une chance à Eric. Je vais aller, moi, sur son site. Donc là, le URL, la première étape, outre le fait qu'il faut réfléchir à où est-ce que je vais déployer mon code, parce que c'est évident là, qu'il faut que tu aies une infrastructure quelconque pour déployer du code. Azure étant... Les sites web d'Azure, c'est gratuit. C'est gratuit, donc c'est peut-être une plateforme intéressante. Mais outre cette réflexion-là, la première étape, ce serait d'aller sur le site. Est-ce qu'il y a comme un peu des instructions, un petit guide? Alors c'est tout simple, c'est sur yosethegame.com, donc okay. YOSE. thegame.com. Et puis là, sur la page, vous cliquez sur New Player. IOC, est-ce que c'est un mot qui veut dire quelque chose ou c'est une Alors, invention? en espagnol, ça veut dire « je sais ». Ah, IOC, OK. Et voilà. Et puis ça, c'est aussi... on avait une blague avec Vincent Tancé il y a quelques temps. Vincent Tancé qui est chez Pixel Souci, en formation. Puis avec Vincent, on avait une blague, et puis dans la blague, il y avait la phrase « You've got Nutella on your nose ». Alors, You've got Nutella on your nose, c'était une bonne blague entre nous, private joke. Mais si tu prends le début et la fin, ça fait Yosé. Donc okay. C'est aussi une référence à ça, une référence interne. Donc, tu vas sur yosethegame.com. Tu cliques sur New Player,
Là, tu choisis un login, tu choisis une image pour te représenter, donc une URL quelque part. Ou si tu as déjà un avatar. Si tu as déjà un avatar. Ou bien si tu laisses la photo par défaut, puis on verra pas ta tête, et puis tu fais Go, et puis ça y est, tu as ton premier défi qui est là. Il n'y a pas de... tu peux dans tes settings mettre des tags pour qu'on te retrouve. Tu dis, bah moi je mets JavaScript, Montréal... OK. Mais sinon, bah, tu joues quoi. Il y a pas d'information de contact particulier. Mais par contre, il y a un défi juste pour ça. Il y a un défi qui s'appelle Contact, tout simplement, qui consiste à dire que sur la page d'accueil de ton serveur, tu as un lien qui s'appelle Contact, qui te permet, en tant que joueur, si des gens vont sur ton serveur, de pouvoir... de savoir qui tu es, et tu es libre de mettre le lien vers ce que tu veux. Donc, ça pourrait être juste un lien vers ta page aboutme.com. Mais exact, il y a des gens qui passent ce niveau en mettant un lien vers leur GitHub, Ben oui. d'autres vers LinkedIn, d'autres vers leur profil Google. Il y a tout. Il y a même des gens qui refusent de donner leur contact, donc ce lien, il boucle sur elle-même. Ouais. Et puis ça reste parce qu'ils ont envie de rester anonymes, et c'est leur droit. Mhm. Mais donc le jeu, il propose juste cette idée pour mettre juste dans la tête des joueurs. Ouais, tu sais, en même temps que tu joues, il y a peut-être des gens qui seraient intéressés à voir comment tu joues, te contacter, qui tu es. Si tu veux, fais-le, donne-leur la possibilité de te contacter, mais c'est libre. Mais là, je reviens sur le côté un peu concret. Donc, le jeu va te proposer un défi. Ouais. Mais là, un coup que je dis, OK, je fais le défi. Je fais le défi, par exemple, de faire le Hello Yose. Donc, je vais commencer par définir le test qui va vérifier que Non, pas du tout. Le test existe. C'est le jeu qui le fait. Ah, Donc, OK. c'est très concret. Tu as un formulaire, il y a un seul champ. C'est l'URL de ton serveur. Tu mets l'URL de ton serveur parce que, évidemment, le jeu va utiliser tout le temps la même URL. Mais dans le premier niveau, on ne l'a pas encore, l'URL, donc on te la demande. Ouais. Et puis, on ne te la demandera plus jamais. Tu mets l'URL de ton serveur que tu as déployé, ou c'est ta machine locale, tu mets un port. Tu fais try, puis tu vas avoir un retour visuel vert ou rouge. Parce que c'est très TDD, on a du vert et du rouge un peu de temps en temps. Oui. Évidemment, dans les mondes, par exemple, dans les mondes où il y a une dizaine de niveaux, quand tu es au niveau 7, quand tu fais essaye le niveau 7, il va réexécuter tous les niveaux de 1 à 6, puis essayer le 7. Donc tu vas avoir cette expérience de non-régression par les tests automatisés. Mais là, mettons que quelqu'un rapidement passe l'étape 1. Est-ce qu'il peut, tout de suite à l'étape 2, se dire, moi là, je voudrais créer un monde? Ah bah, il peut créer un tout monde moment, immédiatement. Créer un monde, ça veut dire aller faire un fork du repo, Ah, créer un monde, coder un monde et me faire une pull request à moi. C'est ça qui va se passer. Pour que tu le déploies, toi, puis que ça fasse partie maintenant de... Ouais, et puis que j'ai un avis sur est-ce que je veux bien intégrer ce code. Parce qu'évidemment, c'est du code, c'est pas codé... Ça t'est arrivé d'avoir des pull requests à date? Pour l'instant, oui, mais pas sur des nouveaux mondes. OK, sur des améliorations. Ouais, sur de la formulation. OK. Puis, est-ce que tu as quelques statistiques sur... tu sais, t'as quoi? T'as-tu 10 joueurs? 50 pour joueurs? l'instant, on a 200 joueurs qui ont pris un compte. C'est-à-dire quand qu'on sont inscrits. Mais il y en a, je sais plus, une quarantaine qui ont passé le niveau 1. OK. Donc, c'est parce que là, c'est pas parce que tu ouvres un compte que à un moment donné, quand tu te rends compte, il faut que tu déploies un peu d'énergie. Il y en a qui abandonnent. C'est ça. Juste sur apprendre le à niveau conduire 1. un dragon, c'est pas facile. Puis, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens, juste sur le niveau 1, de dire, déploie-toi un serveur, arrange-toi que défi. ça retourne. C'est un défi. Hello Yose. Puis là, est-ce que tu as le choix de choisir si tu veux que ça soit retourné en JSON ou en... En fait, c'est 2 défis différents Ah, OK. et tu choisis. Choisis. Donc juste... mais effectivement, le retourner en JSON, ça a été le tout premier défi. Et puis on s'est rendu compte que beaucoup de gens trouvaient ça très difficile. Il y en a des gens, ils ne savaient même pas ce que c'était que le JSON. Oui. Donc on a mis Hello Yose en HTML. Mais ça a été intéressant parce que j'ai eu l'occasion d'aller faire jouer à ce jeu des élèves du collège Montmorency. Mhm. Donc il y a un professeur, Louis Bouchard, que je remercie au passage, qui a été bien gentil de m'accueillir dans son cours plusieurs fois. Et puis on les a fait jouer à ce jeu, et il y a des élèves qui se sont bien amusés. Il y en a qui ont fait la course. Ah ouais? C'est bon. Et c'était intéressant parce qu'avec le système de tag interne du jeu, on peut mettre un tag commun entre les joueurs, et puis ensuite dans la recherche mettre ce tag, puis on voit le score qui change. Alors c'était assez ludique.
Ah, ah. Et puis là, cette semaine, je vais aller donner en fait donner une initiation, un cours initiation TDD. Et puis pareil, on va jouer en fait. Ah. Ben écoute, c'est une invitation, hein? Ben oui. Faut se On va aller essayer ça. Essayez ça, dites-moi. On va se donner un petit défi, Mario. Moi, c'est surtout le défi, c'est qu'il faut que je me fasse de la place dans mon horaire hyper chargé. Ah oui, Donc, avant de dire oui, il faut que je décide que je tasse quelque chose parce que malheureusement, déjà trop... Comme beaucoup de gens, les gens sont tous dans la même situation. C'est rare que les gens ont des heures à rien faire dans une semaine, sont déjà occupés. Il faut qu'ils décident qu'ils poussent de quoi et qu'ils fassent de la place pour quelque chose de nouveau. Mais ça fait partie de la vie et des choix de tous les gens. Ouais. Ben écoute, on te remercie, Eric. Merci, c'était merci à super vous. intéressant. Puis, ben, on va inviter nos auditeurs à faites de la place dans votre vie, puis essayez, ben, mettez quelques heures pour au moins faire le premier défi. Ouais, le premier défi, juste une page HTML qui répond Hello. Même sans la déployer en local, vous devriez passer le niveau 1. Les sites web d'Azure. Et en plus, alors si ensuite, après, vous le déployez sur Azure, c'est magnifique. En plus, sur Azure, il y a un Git intégré. Ah oui? Oui, Ouais. Ben oui. c'est intégré. Ah oui. Puis, écoute, si tu utilises, mettons, si tu sais pas faire du JavaScript ou d'autres choses, tu peux tout prendre ASP.NET Web API. Whatever, C# PHP. C'est ce que tu veux. programmable Le Git .NET. n'est pas public sur Azure. Alors, en fait, c'est Git où tu hook une publication directement sur les sites web. Ok. Donc, c'est juste un hook qui se fait Donc, entre les tu deux peux systèmes. continuer à avoir ton GitHub. Oh, oui. OK, ben on te remercie beaucoup, Eric. On va souhaiter, nous, bonne programmation à nos auditeurs. Amusez-vous bien. On les revoit en mars avec presque le début du printemps. Au revoir.